Bonjour Pierre Veltz. Bonjour. Vous êtes l'ancien président directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Vous travaillez beaucoup sur ce vif débat sur l'existence des deux France, l'une plutôt non métropolitaine qui serait défavorisée, l'autre plutôt métropolitaine, connectée à la mondialisation et qui bénéficierait en premier lieu de la croissance. On en calque souvent les problématiques politiques sur cette fracture. Alors justement, depuis la dernière fois que vous êtes venu, il y a eu des élections présidentielles. Comment est-ce que vous avez analysé la carte des résultats? On n'a pas vraiment l'impression d'une fracture entre métropole et territoires ruraux, pour le dire rapidement. On voit plutôt une opposition est-ouest qui se dégage. Oui, on voit des choses plus compliquées que ce qu'on dit en général à la radio ou à la télé. Il y a une phrase de Paul Valéry que j'aime bien, il disait toutes les idées simples sont fausses, et les idées qui ne sont pas simples sont inutilisables. Alors dans notre époque médiatique, il faut être très simple. Et donc c'est vrai qu'après les élections, on a vu refleurir ce discours sur les deux France, quoi. La France des métropoles qui irait bien, où se concentrerait l'élite, et puis la France des périphéries, ou de la périphérie, même au singulier, dans lequel on retrouverait le peuple, avec un grand P. Bon, je pense quand même que quand on regarde les cartes de près, ça ne résiste pas vraiment à l'analyse. Comme vous l'avez dit, on voit un clivage est-ouest quand même qui est très frappant. On voit des variations très très fortes, par exemple du vote FN selon les territoires. On voit que quel que soit le territoire, les écarts finalement entre les extrêmes, on y reviendra peut-être, ne sont pas aussi grands que ce qu'on dit. Macron fait des scores plus élevés dans les centres-villes, et c'est très corrélé au niveau d'instruction, en particulier à Paris. Mais pour le reste, les écarts en général ne sont pas aussi élevés et ne permettent absolument pas de conclure à une fracture entre la France métropolitaine qui irait bien et le reste du territoire. Alors, qu'est-ce que cette analyse dit du processus de métropolisation en France? Je vais encore lier ça aux problématiques politiques. C'est vrai que ce débat avait également eu cours au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis au moment de l'élection de Trump, le Brexit pour le Royaume-Uni. Et là, pour le coup, c'était le populisme qui avait triomphé. Oui, alors c'est vrai, on n'est peut-être pas passé très loin du populisme en France non plus. Enfin, voilà, mais je pense que les situations sont quand même assez différentes. Mais même aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il faut se méfier des images trop simples. Par exemple, pour le vote Trump contre Clinton, c'est vrai que si on fait la carte, alors là, c'est assez frappant de voir quand même que Clinton triomphe dans les agglomérations de la côte Est et de la côte Ouest, alors que Trump fait ses grands scores plutôt dans le cœur du pays, quoi, dans des zones rurales ou peu denses, ou les anciennes villes industrielles. Mais même ça, c'est trompeur, parce que quand on regarde de près qui a voté Trump, par exemple, on voit que ce sont plutôt les riches qui ont voté Trump. L'idée que Trump aurait été élu par les anciens mineurs appauvris des Appalaches, c'est faux. Il a fait des scores formidables dans ces régions-là, mais ce n'est pas ça qui a décidé du sort global de l'élection. Trump, il a fait près de 60% de voix chez les Blancs, de toutes catégories confondues, chez les femmes blanches en particulier, et il a fait un meilleur score. Au-delà de 30 000 $, Trump gagne sur Clinton. Vous voyez, donc c'est pas du tout Trump élu par les petits blancs contre les riches élites des centres-villes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, confère Paul Valéry. J'en reviens au processus de métropolisation en France. Qu'est-ce qui le caractérise? Quelles en sont ses spécificités? Alors, c'est vrai qu'en France, il y a un avantage aujourd'hui économique très net aux métropoles. Quand on parle de métropolisation, on a raison de parler de métropolisation. En particulier, la croissance de l'emploi privé, salarié, est quasiment concentrée depuis la crise maintenant dans les métropoles et même dans le cœur des métropoles. Il y a d'autres emplois qui se créent ailleurs, mais enfin, en particulier des emplois publics ou parapublics. C'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de territoires en France qui, globalement, ne vont pas très bien. Si vous prenez la zone qui va des Ardennes au Morvan, c'est-à-dire une zone où, précisément, il n'y a pas de métropole pour tirer le territoire. Reims et Châlons ne sont quand même pas des métropoles de premier rang.
Là, c'est des régions qui vont mal. Mais si on prend le reste du territoire français, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la très grande diversité de situations. D'ailleurs, souvent, on va trouver dans le territoire peu dense, la périphérie, même la périphérie dite éloignée, on va trouver des territoires qui vont très très bien, certains très mal, apparemment très mal desservis, très loin de tout, et d'autres qui sont mieux desservis, qui vont moins bien. Alors, quand on creuse un peu, on voit que c'est des facteurs assez compliqués finalement qui expliquent ça. C'est souvent une question assez contingente. Il y a eu un leadership à un moment donné assez fort dans une commune. Il y a toutes sortes de raisons, mais dire qu'on a les métropoles qui vont bien et le reste qui va mal, c'est juste une approximation excessive. J'ajoute que les pauvres, là, si on regarde où sont les pauvres, où vivent les pauvres en France, ils vivent très majoritairement dans les métropoles et d'ailleurs assez proches du cœur des métropoles. Donc on finit par l'oublier à force d'entendre parler de la périphérie et des pauvres à la périphérie. Alors justement, plutôt que cette analyse, il y a certaines analyses qui parlent d'organisation en archipel du territoire autour d'unités urbaines plutôt homogènes dans leur composition. Qu'est-ce que vous pensez de ces analyses ? Moi j'aime bien le mot archipel parce que je l'ai souvent utilisé, mais on peut d'ailleurs le prendre dans deux sens un peu différents. Il y a un archipel effectivement territorial. Vous avez aujourd'hui beaucoup de petites villes où les gens habitent à la périphérie, font leurs courses ailleurs, il y a un fonctionnement. Vous savez, j'aime bien aussi cette formule de Jean Viard qui disait on est passé du territoire à 5 km au territoire à 30 km. Aujourd'hui, les gens vivent dans un rayon qui est assez large. Avec une consommation de services publics. Avec une consommation de services publics, de services privés. Vous voyez, on aime bien avoir sa maternité à côté de chez soi, mais on n'hésite pas à faire 30 km pour aller acheter des étagères chez Ikea. Les gens vivent aujourd'hui dans des espaces plus larges. Et donc ça, c'est peut-être une première façon de parler de l'archipel. Il y a une deuxième façon qui est moins positive, qui est qu'on est quand même d'une société où l'entre-soi a tendance à régner. C'est-à-dire que si on prend par exemple les lotissements, Éric Charme a très bien montré ça, si on prend les lotissements de grandes périphéries, comme vous le savez, ont proliféré et accueillent une grande partie de la population française aujourd'hui, souvent il y a des niveaux de revenus médians qui sont assez homogènes. C'est aussi un effet du marché immobilier. Vous avez des lotissements de classe moyenne supérieure, des lotissements de classe moyenne inférieure. Et il y a quand même comme ça, je pense qu'on vit aujourd'hui plus avec ses pairs, ses égaux, voire ses clones, qu'avec une population diversifiée. Pour en revenir aux deux France, on va dire que dans la France non métropolitaine, il y a un sentiment de déclassement, un sentiment d'abandon, disons-le comme ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est une réalité, c'est un ressenti simplement. Les nuances que vous apportez, est-ce que ça remet en cause ce sentiment de déclassement ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un sentiment d'abandon et de déclassement. Il faudrait regarder de près. Il existe peut-être dans certains endroits. Comme j'ai dit, il y a des zones... Par exemple, le Nord et une partie du Nord et de l'Est subit ce que j'appelle moi la double peine, puisque à la fois ils ont de plein fouet la crise du système industriel traditionnel, et en même temps le fait que ce n'est pas une région très attractive et qu'aujourd'hui les populations, les migrations vont plutôt vers les régions agréables, l'ouest du pays, les côtes et le sud du pays. Non pas que le Nord et l'Est ne soient pas agréables, moi je suis du Nord-Est, donc j'aime bien. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'il y a aujourd'hui des régions plus et plus attractives. Donc peut-être que les gens ont un peu ce sentiment, mais je pense qu'on va vraiment beaucoup trop vite en disant qu'ils ont le sentiment d'être déclassés tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les zones métropolitaines. Oui. Il y a beaucoup de gens qui détesteraient vivre dans les zones métropolitaines. Mais vous vous rappelez dans vos travaux qu'il y a eu des transferts bel et bien réels qui jouent un rôle d'amortisseur. Par exemple, les Ardennes ou la Haute-Saône ont touché en prestations sociales l'équivalent du revenu de 27 000 emplois entre 2008 et 2015. Ça, c'est un calcul de Laurent Davzy. Oui. C'est vrai que c'est un calcul comptable et que si vous dites ça aux gens, ils vont dire « Bon, écoutez, vous êtes gentils, mais enfin... ça ne va pas bien quand même. Regardez autour de nous, c'est vrai que ça ne va pas bien. C'est vrai qu'il y a du chômage, il y a de la pauvreté, des jeunes qui sont pas vraiment en avenir. Il y a quand même des mécanismes de transfert qui sont en place. Mais c'est vrai qu'on a des mécanismes de transfert qui sont très supérieurs, par exemple, à ceux qui existent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et qui explique aussi le fait que les différences aujourd'hui objectives, quand on objective les choses, les niveaux de revenus, les niveaux de formation entre les métropoles et le reste, les différences sont beaucoup moins fortes en France. On a quand même une certaine continuité territoriale qu'aux États-Unis, où il y a effectivement, comme l'ont dit certains auteurs américains, une grande divergence, qui expliquerait peut-être aussi ce vote Trump dont on a parlé. Et en Grande-Bretagne, le Brexit, vous voyez, je pense que ça a été largement autant un vote anti-Londres qu'un vote anti-Europe. Parce que là, les gens ont vraiment le sentiment que les élites londoniennes
Vous savez, le petit club de gens qui dirigent la Grande-Bretagne, finalement, se fiche un petit peu de ce qui se passe dans le nord industriel du pays. Et que là, la concentration de la croissance des emplois et de la richesse sur la zone londonienne est encore nettement plus forte, beaucoup plus forte qu'en France. Si l'on regarde toutes ces nuances à apporter dans le débat entre ces deux France, sur cette fracture de ces deux France, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'il faut se méfier des cartes, il faut se méfier du géographisme? Déjà, il faudrait peut-être oublier l'histoire de la fracture des deux France, déjà, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui est simple et donc confère Valéry, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe bien, ça se résume en deux phrases, mais bon, je pense que c'est quand même assez dangereux parce que ça travestit une forme de réalité, quoi, voilà. Alors après, moi j'ai relevé par exemple quelques chiffres sur le vote des présidentielles qui montrent que si on prend Macron et Le Pen, par exemple, au cœur, si on prend le cœur, c'est des chiffres de Frédéric Gilly, hein, je précise, celui qui a fait les calculs. Si on prend le cœur des grandes aires urbaines, Macron a fait 26% en moyenne et Le Pen 18%. Bon, il y a une différence, mais elle n'est pas non plus massive. Elle est assez massive avec Paris-Centre. Mais Paris-Centre est un cas assez particulier. Si on prend le rural et les grandes périphéries, c'est-à-dire vraiment pas les périphéries proches, ni les villes moyennes, mais vraiment ce qui n'est pas dans l'aire des métropoles, Macron 21% et Le Pen 25%. On ne peut pas dire que c'est l'opposition de deux France. Et si on regarde, alors c'est là qu'il y a un piège des cartes, parce que sur les cartes, vous avez toujours des couleurs, vous savez, très contrastées selon que l'un gagne ou l'autre. Mais après, il faut compter le nombre de voix en absolu. Alors si vous prenez toutes ces zones rurales qui prennent beaucoup de place sur la carte, mais en fait où il y a peu de monde, si on prend en nombre de voix, donc les grandes aires urbaines dont j'ai parlé apportent 58% des voix de Macron. Oui. 60% des électeurs de Macron sont dans les grandes aires urbaines. Mais aussi 46% des électeurs de Marine Le Pen. Donc, et si on ajoute les périphéries des grandes aires urbaines, on a 79% des électeurs de Marine Le Pen, 79% qui sont dans les aires urbaines et leurs périphéries immédiates. Donc vous voyez, ce n'est pas la France oubliée des campagnes contre la France arrogante des grandes villes. Méfiance donc, quand on regarde une carte, je vais terminer cet entretien en citant une phrase des articles qui a été publié sur Métis que vous avez signé. Plus on zoome pour regarder les territoires de près, plus les contrastes apparaissent. On en revient encore à Paul Valéry. Merci Pierre Veltz. Merci à vous.